Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur la méthode des rectangles. Dans cette émission, je vais tâcher d'expliquer, puis de démontrer la proposition suivante. On va considérer I, un segment de R, F, une fonction de classe C1 de ce segment dans R, et M, la borne supérieure de la valeur absolue de sa dérivée sur ce segment. Notons immédiatement que cette quantité existe, dans le sens où f' est une fonction continue sur un segment, et donc est bornée et atteint ses bornes d'après le théorème des bornes, que tu pourras retrouver ici. Avant d'écrire la suite de la proposition, je vais déjà produire une explication simple de ce qu'on cherche à faire. Voici, par exemple, la courbe représentative d'une fonction f sur un segment AB. La question qu'on se pose, c'est comment approximer l'aire sous la courbe. Parce que pour la calculer, en général on fait ça au moyen d'une primitive dont on ne dispose pas forcément. Donc comment pourrait-on l'approximer? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un certain nombre de points qui permettent de subdiviser le segment AB en plusieurs petits segments de longueur égale, comme ceci. Tu remarqueras que le dernier point, je vais les colorier d'une autre couleur que les autres, puisque dans un premier temps, on ne va pas s'en servir. Et ce qu'on va considérer, c'est non pas l'aire sous la courbe représentative de la fonction f, mais l'aire que j'ai coloriée en vert, sur cette figure-là. Autrement dit, c'est la somme des aires de plusieurs rectangles qui ont tous même largeur. Et qu'en est-il de leur hauteur? Eh bien la hauteur du premier rectangle c'est f de a, celle du deuxième f de x1, celle du troisième f de x2, et celle du dernier f de x3. C'est dans ce sens que je te disais que dans un premier temps, on ne se sert pas du point B. À présent, on a tout ce qu'il nous faut pour continuer l'énoncé de notre proposition. On va noter, pour tout entier naturel non nul n, Rn de f qui vaut ceci. Cette quantité, elle représente la somme des aires des rectangles. Sur le dessin, on a donc représenté R4 de f, en reprenant les notations que je viens d'introduire. En effet, B-A sur n, c'est la largeur de chacun des rectangles, puisqu'on a subdivisé le segment de longueur B-A en n rectangles, sur le dessin 4. Cette largeur, on l'a mise en facteur, et dans la somme, on retrouve la somme des hauteurs de tous les rectangles. Et donc, qu'en est-il? Est-ce que cette quantité est proche de l'intégrale de f entre a et b? Eh bien, cette proposition, dans un certain sens, nous dit que oui. Elle nous dit qu'on dispose de cette inégalité-là. Le terme de gauche, c'est la différence entre l'intégrale qu'on cherche à approximer et l'approximation qu'on vient de construire en valeur absolue. Et le terme de droite, eh bien c'est celui-ci, et on va le commenter immédiatement. Tout d'abord, grand M, c'est la borne supérieure de la valeur absolue de f'. Et on nous dit que plus f' prend de grandes valeurs, plus la majoration a tendance à être mauvaise. Et cela, on peut l'observer sur le dessin à cet endroit-là. On peut voir qu'ici, là où la pente est relativement grande, il y a une différence conséquente, du moins qui apparaît sur le dessin, entre l'aire sous la courbe et le rectangle qui est en dessous, comme ceci. Par contre, on peut voir que lorsque la pente est plus douce, c'est-à-dire lorsque la courbe est plus horizontale, eh bien il y a très peu de différence entre l'aire sous la courbe et l'aire du rectangle qui est censé l'approximer, comme ici, par exemple. Autrement dit, il n'est pas étonnant de retrouver un m au numérateur. Le terme en b-a carré n'est pas très étonnant non plus. En effet, plus le segment est long, c'est-à-dire plus b-a est grand, eh bien plus l'erreur potentielle va être grande pour un nombre de rectangles fixé, parce que cela va rendre notre approximation plus grossière. Enfin, le terme en n, au dénominateur, est sans conteste le terme le plus intéressant. En effet, il nous permet de dire que plus on prend de rectangles, plus l'approximation a tendance à être bonne, ce qui paraît extrêmement naturel quand on regarde le dessin. Je l'ai réalisé ici avec 4 rectangles, et l'approximation est déjà pas trop mal, mais si j'en avais choisi 40, ça aurait été encore mieux. Et d'ailleurs, en poussant le raisonnement à l'extrême, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien le terme de droite tend vers 0, et donc la valeur absolue qui est à gauche, qui est un nombre positif, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et on retrouve comme cela une propriété assez fameuse d'un objet qu'on appelle somme de Riemann. Maintenant qu'on a bien compris cette proposition, il est temps de passer à sa démonstration.
Cette démonstration, je vais l'appeler accroissement fini, en l'honneur de la fonction f' qui est une fonction bornée. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est juste simplifier les notations. Ce qu'il y a entre parenthèses, ici, j'ai très envie de le noter xk, comme sur le dessin. Je vais donc écrire, on note, pour tout k entre 0 et n, ce sur quoi on va revenir très bientôt, xk est égal à a plus k fois b-a sur n. Ainsi, sur le dessin, x0 c'est a, x1, x2, x3 ce sont les points qui sont déjà représentés sur le dessin, et x4 c'est le point B. Alors comment pourrait-on majorer cette différence-là? Et c'est là qu'intervient la première idée. La première idée, c'est de décomposer cette différence selon ce qu'il se passe entre a et x1, entre x1 et x2, et ainsi de suite. Autrement dit, on va utiliser la relation de Schall pour dire que la différence qu'on étudie, c'est la différence entre cette quantité-là, c'est-à-dire l'aire sous la courbe qu'on a découpée en tronçons, et, de l'autre côté, la somme des aires des rectangles que je vais écrire comme ceci. À cet endroit, j'ai plusieurs petites remarques. La première, c'est qu'on a pris le soin de définir la quantité xk pour k allant de 0 jusqu'à n, même si sur le dessin, on s'en est pas vraiment servi. Cela nous permet de gérer correctement les termes en k égale n-1 dans les deux sommes, ici et ici. La deuxième remarque, elle répond à celui qui me demande où est passé le fameux b-a sur n qui était la largeur commune de tous les rectangles. Et la réponse, c'est que ce b-a sur n, je n'ai fait que l'écrire comme xk plus 1 moins xk. C'est la largeur qu'on retrouve là. Ce que tu peux retrouver par le calcul, d'ailleurs. Enfin, la troisième et dernière remarque, elle s'appuie sur le fait qu'on est en train de calculer la somme des aires de plusieurs rectangles. Aires qu'on calcule à chaque fois comme le produit de la largeur et de la hauteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir de voir l'aire de cette surface géométrique, non pas comme l'aire d'un rectangle, mais comme l'aire sous la courbe d'une fonction constante égale à f de k. Regarde un peu sur le dessin, par exemple ici. L'aire de ce dernier rectangle, je peux aussi dire que c'est l'aire sous la courbe que je suis en train de repasser ici en violet. Comme tu vas le voir dans quelques instants, cela va nous être d'une grande aide dans le calcul qui va suivre. Le premier terme, en rouge, on ne va pas le toucher. Celui-là, on l'a découpé proprement. Quant au deuxième, on peut l'écrire comme ceci. Cela, c'est un résultat qu'on peut démontrer par le calcul, mais son interprétation, très simple, est celle que je viens de faire sur le dessin que j'ai envoyé vers le haut il y a quelques instants. À présent, on va utiliser la linéarité de la somme, ainsi que celle de l'intégrale, pour écrire la différence entre l'intégrale et Rn de f comme ceci. Autrement dit, on a expliqué que l'erreur globale, c'était la somme des erreurs qu'on réalisait sur chacun des tronçons. Comment pourrait-on contrôler ces petites erreurs? Eh bien, c'est là que vient la deuxième grande idée que je vais illustrer là aussi par un dessin. On va se placer sur un petit tronçon, comme ceci. L'intégrale, que j'ai soulignée juste à gauche par une accolade, eh bien elle correspond exactement à l'aire que je suis en train de hachurer en orange sur la figure. Cette aire, si je voulais la calculer, eh bien je me servirais d'une primitive de la fonction f. Mais si tu as bien suivi l'introduction de la méthode des rectangles, c'est justement ce qu'on veut éviter. On ne veut pas avoir recours au calcul d'une primitive de la fonction f, primitive qu'on ne sait potentiellement pas calculer. Et donc, à défaut de calculer l'aire en orange, je vais me demander comment pourrait-on la majorer. Et l'idée, ça va être de considérer non pas l'aire qu'il y a entre la courbe de f en rouge et le haut du rectangle en vert, mais entre la courbe représentative d'une fonction affine, en jaune, qui soit au-dessus de la courbe en rouge, et le haut du rectangle en vert. De cette manière, sur le dessin, tu vois que l'aire que je suis en train d'hachurer à nouveau en orange est plus grande que celle que j'avais hachurée tout à l'heure de la même couleur. Et la grande question, c'est comment pourrait-on obtenir aisément une équation de la fonction affine dont je viens de tracer la courbe ici en jaune. Et il faudrait que cette méthode fonctionne pour chaque rectangle. Eh bien, il y a un théorème qui répond exactement à ce genre de problème. Et je vais te laisser le temps de le deviner. En attendant, je vais dire que par inégalité triangulaire,
les bornes d'intégration étant dans l'ordre croissant, ce que je ne marque pas ici pour gagner de la place, on obtient le terme qu'on cherche à majorer, c'est donc la valeur absolue de cette somme qu'on a obtenue juste au-dessus, eh bien on va dire que c'est plus petit que la somme des intégrales des valeurs absolues. Donc on utilise non seulement l'inégalité triangulaire pour les sommes, mais aussi pour les intégrales. Et maintenant, en nous faisant un peu de place à nouveau, on va poursuivre le calcul. On va dire que ce terme-là, il est plus petit que celui-ci. Et cette majoration, eh bien elle vient essentiellement de l'inégalité des accroissements finis, dont les hypothèses sont vérifiées par la fonction f. Et ça vient aussi naturellement de la croissance de l'intégrale, puisque j'ai majoré entre guillemets à l'intérieur de l'intégrale. À présent, on peut mettre le m en facteur, et aussi remarquer que les valeurs absolues sont inopérantes, dans le sens où lorsque t est compris entre xk et xk plus 1, t moins xk est une quantité positive. À présent, en calculant ces intégrales, c'est-à-dire en calculant les aires de plusieurs triangles, on peut poursuivre notre majoration en disant que cette quantité est plus petite, et en réalité elle est même égale, à grand M que multiplie cette somme-là. À présent, on touche au but. Il s'agit de se souvenir que xk plus 1 moins xk, c'est la largeur d'un tronçon, et cette largeur-là, c'était la largeur du segment AB, c'est-à-dire B moins A, divisé par n. Donc en substituant B moins A sur n au xk plus 1 moins xk, on obtient cette quantité-là, et ce qu'il y a à l'intérieur de la somme ne dépend plus de k, et donc on compte n fois la même quantité, ce qui fait apparaître une petite simplification, et on trouve que l'erreur globale, elle est majorée par m b moins a carré sur 2n, ce qui achève notre démonstration. Pour terminer cette émission sur la méthode des rectangles, on va se poser une question que se posera inévitablement le mathématicien. La majoration qu'on a proposée dans notre proposition était-elle optimale ? En réalité, c'est une question qu'il faut bien comprendre. On a majoré l'erreur globale par m que multiplie b moins a carré sur 2n. Mais pouvait-on faire mieux ? Pouvait-on, en employant des techniques peut-être un peu plus raffinées que l'inégalité triangulaire, obtenir un majorant plus petit ? Et la réponse, c'est qu'on ne pouvait pas le faire. Donc à la question « la majoration est-elle optimale ?», on va répondre oui, et on va le justifier. Pour cela, on va essayer de produire une fonction dont l'erreur globale, par la méthode des rectangles, est égale à m que multiplie b moins a carré sur 2n. Si tu as regardé cette émission jusque-là, peut-être sauras-tu exhiber une telle fonction par toi-même. Et si tu souhaites exhiber une telle fonction par toi-même, mais que tu ne parviens pas à savoir par où commencer, eh bien voici un indice. Dans la majoration de la démonstration précédente, je vais me demander comment obtenir des égalités à chaque inégalité. Notamment, je vais me demander comment obtenir le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire et comment obtenir le cas d'égalité de l'inégalité des accroissements finis. Une réponse simple, ça va être de considérer la fonction qui a x associe x moins a, ce que je vais à nouveau illustrer par un dessin. Voici la courbe représentative de la fonction f que j'ai représentée sur un segment d'extrémité a et b. Dans ce cas, le premier rectangle est complètement aplati, il est confondu avec une portion de l'axe des abscisses, et les trois autres rectangles, eh bien ce sont ceux-ci. J'ai repris, comme dans le premier exemple, une illustration avec 4 rectangles seulement. De cette manière, l'erreur globale, eh bien c'est l'aire de la surface que je suis en train de colorier en orange, comme ceci. Et donc je me trouve à la fois dans le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, dans le sens où toutes les erreurs sont faites dans le même sens, c'est-à-dire que chaque rectangle sous-estime l'aire sous la courbe, et d'autre part, on est aussi dans le cas d'égalité de l'inégalité des accroissements finis, dans le sens où il s'agissait de majorer par une fonction affine, mais la fonction qu'on a considérée, c'est une fonction affine. Donc, la majoration, c'est tout simplement une égalité. Et donc, on va dire que notre fonction f, eh bien, elle vérifie les hypothèses de la proposition, avec grand M égale 1, grand M qui est la borne supérieure en valeur absolue de f', et on peut calculer aisément, pour tout entier naturel non nul n, l'erreur globale qui est égale à grand M fois b moins a carré sur 2n. Et donc ça démontre bien que la majoration est optimale.
En guise d'ouverture, sache que la méthode des rectangles n'est absolument pas la seule méthode qui permet d'approximer l'aire sous la courbe d'une fonction quelconque. Je présenterai dans des émissions à venir des méthodes un peu plus évoluées, comme par exemple la méthode des rectangles médians et la méthode des trapèzes. Dès que ces émissions auront été réalisées, tu les retrouveras dans la description de celle-ci. En attendant, j'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.